Je m'appelle Justine. J'ai 32 ans et je travaille comme architecte à Denver, au Colorado. Depuis 3 ans, je sortais avec cette femme incroyable nommée Sarah. Elle est infirmière pédiatrique. L'une de ces personnes vraiment gentilles qui fait que tout le monde autour d'elle se sent valorisé et vu. Sarah vient d'un milieu ouvrier. Son père conduit un camion de livraison. Sa mère travaille comme secrétaire d'école. Ce sont des gens simples qui ont appris à leur fille la valeur du travail acharné et de la compassion. Ma famille, en revanche, vient de l'argent. Nous avons grandi à Boulder dans l'une de ces maisons tentaculaires avec vue sur la montagne et un garage pour 3 voitures. Mon père, Robert, a bâti sa fortune en tant que promoteur immobilier. C'est le genre d'homme qui porte des costumes chers même le week-end et vérifie son portefeuille d'actions avant de vérifier la météo. Ma mère, Patricia, joue le rôle de la parfaite mondaine de banlieue. Elle fait du bénévolat au country club, organise des galas de charité et connaît toutes les personnes qui comptent dans les cercles sociaux de la haute société de Boulder. Et puis il y a ma sœur Emma. Elle a 28 ans, 4 ans de moins que moi, et elle a toujours été ce que les gens appellent l'enfant prodige. Tout ce qu'Emma faisait était célébré, loué, annoncé à tout le réseau familial. Elle a eu d'excellentes notes au lycée, mes parents ont organisé une fête. Elle a fait partie de l'équipe de cheerleading de l'université, ma mère a envoyé des annonces comme si c'était des invitations de mariage. Quand Emma a décroché un emploi dans une agence de marketing, on aurait dit qu'elle avait été élue présidente. Je ne dis pas cela avec amertume, juste comme un fait. J'étais le frère aîné, le stable, celui qui réussissait tranquillement à l'école, qui entrait dans un bon programme d'architecture et qui décrochait un emploi solide. Mes parents étaient fiers de moi de cette manière distante et supposée. Bien sûr, Justine réussirait. Bien sûr, il serait responsable. Il l'avait toujours été. Mais Emma, elle, avait les projecteurs sur elle. Et nulle part cela n'était plus évident qu'à son mariage il y a 6 mois. Emma a épousé ce type nommé Brandon, un investisseur d'une famille riche d'Aspen. Le mariage a eu lieu dans ce complexe de montagnes de luxe, le genre d'endroit où l'on sert du champagne qui coûte plus cher la bouteille que ce que la plupart des gens dépensent en courses en un mois. Il y avait 200 invités, un groupe de musique live, des fleurs importées d'un endroit exotique. Je ne me souviens même plus. Le tout ressemblait à quelque chose sorti d'un magazine. Mes parents ont tout payé. Chaque dollar de cette extravagance de 200 000 $. J'étais heureux pour Emma. Vraiment. Elle était magnifique. Brandon semblait être un type assez décent, et voir mes parents si fiers et joyeux était agréable, même si je me demandais parfois ce que ce serait de les voir me regarder de cette façon. 2 semaines après le mariage d'Emma, j'ai demandé Sarah en mariage. Nous parlions de mariage depuis des mois, sachant tous les deux que nous voulions passer notre vie ensemble. J'ai fait ma demande dans ce petit parc où nous avions eu notre premier rendez-vous. Rien de sophistiqué, juste elle et moi et la vérité de l'amour que je lui portais. Elle a dit oui, des larmes coulant sur son visage, et je me suis senti l'homme le plus chanceux du monde. Nous avons commencé à planifier tout de suite. La famille de Sarah n'avait pas beaucoup d'argent et je ne voulais pas les accabler, ni nous-mêmes, de dettes. Nous avons décidé d'un mariage modeste, quelque chose d'intime et de significatif. Notre budget était de 15 000 $, que nous avions économisé ensemble. Ce serait petit, peut-être 50 invités, mais ce serait le nôtre. J'ai appelé ma mère pour lui annoncer les fiançailles. Je m'attendais à de l'excitation, peut-être quelques larmes de joie, le genre de réaction qu'elle avait eue quand Emma avait annoncé ses fiançailles. Au lieu de cela, la voix de Patricia est devenue plate et distante. Eh bien, a-t-elle dit après une longue pause. J'espère que vous ne vous attendez pas à ce que nous le payions comme nous l'avons fait pour Emma. Les mots m'ont frappé comme de l'eau froide. Non, maman, ai-je dit prudemment. Sarah et moi le payons nous-mêmes. Nous voulions juste partager la bonne nouvelle avec vous. Il y a eu une autre pause, puis elle a dit quelque chose qui a tout changé. Franchement, Justine, Sarah a l'air gentille, mais est-elle vraiment le bon choix pour notre famille? Elle ne vient pas exactement de notre cercle social. J'ai senti ma mâchoire se serrer. Je savais que ma mère était particulière sur les apparences, sur le statut, mais l'entendre rejeter Sarah si cavalièrement m'a fait bouillir le sang. Que veux-tu dire exactement, maman, ai-je demandé, en gardant ma voix calme. Je dis juste que peut-être tu devrais prendre ton temps avec ça. Ne te précipite pas. Tu es encore jeune. Il y a d'autres femmes qui pourraient être plus appropriées. Appropriées,
comme si Sarah était une candidate à un emploi qui ne répondait pas aux qualifications. Sarah est la femme que j'aime, ai-je dit. Nous allons nous marier. J'espérais que papa et toi seriez heureux pour nous. Patricia a soupiré. Ce soupir particulier qu'elle réservait quand elle pensait que j'étais difficile. Bien sûr que nous voulons que tu sois heureux, chérie. Je pense juste que tu devrais reconsidérer. Y réfléchir un peu plus. 1 an ou 2 ne feront pas de mal. Quand j'ai raccroché le téléphone, je tremblais. Sarah l'a remarqué immédiatement et a demandé ce qui n'allait pas. Je n'ai pas pu me résoudre à lui dire ce que ma mère avait dit. Au lieu de cela, je l'ai serré dans mes bras et je lui ai dit que tout irait bien. Mais quelque chose a changé en moi ce jour-là. Si ma famille ne pouvait pas accepter Sarah, s'ils la méprisaient parce que ses parents n'étaient pas riches, alors j'aurais mon mariage sans qu'ils le rendent misérable. Je leur donnerais une chance équitable en envoyant des invitations appropriées. Mais je ne m'en dirais pas leur approbation ni leur présence. Sarah méritait mieux que ça. Et honnêtement, moi aussi. Au cours des mois suivants, Sarah et moi nous sommes lancés dans la planification du mariage. Nous avons fixé la date à la fin juin, ce qui nous laissait environ 5 mois pour tout organiser. Nous avons trouvé ce lieu magnifique, une auberge historique à environ 1 heure de Denver. Il y avait des jardins avec des rosiers grimpants et un petit kiosque où nous pouvions organiser la cérémonie. L'endroit entier pouvait accueillir 50 invités confortablement. Et les propriétaires étaient ce charmant couple plus âgé qui semblait vraiment investi dans la réussite de notre journée. La différence entre la planification de notre mariage et ce que j'avais vu avec celui d'Emma était frappante. Emma avait engagé un organisateur de mariage professionnel qui coordonnait tout. Elle avait passé des mois à agoniser sur les polices d'invitation et les arrangements de centre de table. Tout devait être parfait, digne d'un magazine, prêt pour Instagram. La planification de notre mariage était différente. C'était réel. La mère de Sarah, Linda, nous a aidés à faire les décorations le week-end. Nous nous asseyions à sa table de cuisine avec des rubans, des bocaux maçonnes et de la ficelle, parlant et riant pendant que nous travaillions. Le père de Sarah, Tom, a utilisé ses relations pour négocier de meilleurs prix avec des traiteurs et un photographe qu'il connaissait grâce à son itinéraire de livraison. Ils ne pouvaient pas contribuer beaucoup financièrement, mais ils nous ont donné leur temps, leur créativité, leur amour. Pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti ce que c'était que de faire partie d'une famille qui était présente. Non pas parce que ça avait l'air bien, mais parce qu'ils se souciaient vraiment. En tant qu'architecte, j'ai conçu nos invitations de mariage moi-même. Je voulais qu'elles soient élégantes mais simples, reflétant qui nous étions vraiment, Sarah et moi. J'ai passé des heures à parfaire la mise en page, puis je les ai fait imprimer sur du papier cartonné de qualité. Elles étaient magnifiques, classiques, avec nos noms dans une police gracieuse et tous les détails clairement présentés. J'ai adressé 50 invitations à la main. La plupart sont allées à la famille et aux amis de Sarah, et à mes amis de l'université et du travail. 4 invitations étaient adressées à ma famille, une à mes parents, une à Emma et Brandon, et 2 à ma tante et mon oncle qui vivaient à Boulder. Malgré tout ce que ma mère avait dit, malgré l'accueil froid de nos fiançailles, je voulais que ma famille soit là. Ils étaient toujours ma famille. J'espérais encore que le jour venu, ils mettraient de côté leurs préjugés et se présenteraient pour moi. Parce que ces invitations étaient si importantes, j'ai décidé d'envoyer celles de la famille par courrier recommandé avec confirmation de signature. Cela coûtait plus cher, mais je voulais une preuve qu'ils les avaient reçues. Il ne s'agissait pas d'être paranoïaque. Il s'agissait d'être sûr. J'avais entendu trop d'histoires d'invitations perdues par la poste, et je ne voulais aucune excuse ni confusion. J'ai envoyé les 4 invitations familiales le même jour, 3 mois avant la date du mariage, ce qui était la bonne étiquette. Je les ai suivis obsessionnellement sur le site web du service postal. En 3 jours, les 4 étaient indiqués comme livrés à la maison de mes parents à Boulder, et les 4 avaient été signés le même après-midi par quelqu'un avec les initiales EM. Je me suis dit que c'était Emma. Emma Morrison était son nom de femme mariée. Elle devait être à la maison quand le facteur est passé. C'était logique. Emma et Brandon vivaient à seulement 20 minutes de mes parents, et Emma passait toujours à l'improviste. J'ai attendu que les réponses arrivent. Sarah et moi vérifions notre boîte aux lettres tous les jours. Les RSVP de sa famille sont arrivés en 1 semaine, des notes enthousiastes sur l'excitation de tout le monde. Mes amis ont également répondu rapidement, la plupart disant qu'ils ne manqueraient ça pour rien au monde. Mais de ma famille, rien. Pas un mot.
Après 3 semaines de silence, j'ai commencé à m'inquiéter. Après 1 mois, j'étais confus. Après 6 semaines, avec seulement 1 mois avant le mariage, j'ai décidé d'appeler. J'ai d'abord essayé la maison de mes parents. Ma mère a répondu au 3e coup de sonnerie, sa voix enjouée et joyeuse. « Justine, chérie, quelle belle surprise. Salut, maman. J'appelais pour savoir si tu avais reçu l'invitation au mariage. » Il y a eu une pause. « Invitation à quoi, mon cher ?» Mon estomac s'est noué. L'invitation à mon mariage avec Sarah en juin. « Justine, je ne sais pas de quoi tu parles. Nous n'avons reçu aucune invitation. » Maman, je l'ai envoyée par courrier recommandé. Elle a été livrée chez vous il y a 6 semaines. Quelqu'un avec les initiales EM a signé pour elle. Eh bien, je n'ai certainement vu aucune invitation. Sa voix avait pris une pointe d'irritation. Es-tu sûr d'avoir envoyé à la bonne adresse? Bien sûr que je suis sûr. C'est la même adresse à laquelle j'envoie des choses toute ma vie. Eh bien, je ne sais pas quoi te dire, Justine. Nous n'avons rien reçu. Es-tu sûr de ne pas imaginer des choses? Tu as été sous beaucoup de stress en planifiant ce mariage. La condescendance dans sa voix a fait trembler mes mains. Je n'imagine rien, maman. J'ai la confirmation de suivi. Alors peut-être qu'il y a eu une erreur à la poste. Ces choses arrivent. Peut-être que tu devrais la renvoyer. Le mariage est dans 4 semaines, maman. Alors peut-être que tu aurais dû l'envoyer plus tôt. Elle a fait une pause. Justine, je dois vraiment y aller. J'ai une réunion de comité dans 20 minutes. Nous parlerons plus tard. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Je suis resté assis là, tenant le téléphone, me sentant comme si on m'avait donné un coup de poing dans le ventre. J'ai immédiatement essayé d'appeler Emma. Je suis tombé directement sur sa messagerie vocale. Je lui ai laissé un message lui demandant de me rappeler à propos de l'invitation au mariage. Elle ne l'a jamais fait. Finalement, j'ai essayé le téléphone portable de mon père. Robert a répondu de ce qui semblait être un chantier de construction, des engins lourds grondant en arrière-plan. Justine, ce n'est pas le meilleur moment. Qu'est-ce qu'il y a? Papa, as-tu reçu mon invitation de mariage? Invitation de mariage? Mon fils, je n'ai vu aucune invitation. Quand est le mariage? Le 23 juin, dans 4 semaines. J'ai envoyé des invitations à la maison il y a 2 mois. Eh bien, je ne sais rien de tout ça. Tu devrais parler à ta mère du courrier. Elle s'occupe de tout ça. Je viens de lui parler. Elle dit qu'elle ne l'a jamais reçu. Alors je suppose qu'elle ne l'a jamais reçu. Il avait l'air distrait, impatient. Écoute, je dois m'occuper de quelque chose ici. Félicitations pour le mariage, mon fils. Envoie-moi les détails par email. D'accord. Il a raccroché aussi. Je suis resté assis dans mon appartement, fixant les informations de suivi sur mon téléphone, me sentant manipulé et confus. 4 invitations, toutes livrées, toutes signées. Mais selon toute ma famille, aucun d'entre eux n'avait rien reçu. Sarah m'a trouvé comme ça, les épaules affaissées, le téléphone à la main. Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, elle m'a entouré de ses bras et a dit, peut-être qu'il y a vraiment eu une sorte de confusion. Le courrier est parfois mal distribué. Allons de l'avant. S'ils veulent venir, ils trouveront un moyen. Je voulais la croire. Je voulais croire qu'il y avait une explication innocente. Mais une petite voix lancinante au fond de ma tête me chuchotait que quelque chose d'autre se passait, quelque chose de délibéré. Le jour de notre mariage est arrivé un parfait samedi de fin juin. Le soleil du matin a inondé les fenêtres de notre appartement, et je me suis réveillé pour trouver Sarah déjà éveillée à côté de moi, ses yeux brillants d'excitation et de nervosité. C'est le jour J, a-t-elle chuchoté en me serrant la main. Nous nous marions aujourd'hui. Malgré tout ce qui s'était passé avec ma famille, malgré la confusion et la peine concernant les invitations, je me sentais vraiment heureux. Aujourd'hui, il s'agissait de nous, de l'engagement que nous prenions l'un envers l'autre. Rien d'autre n'avait d'importance. La cérémonie était prévue pour 16 heures. Nous sommes arrivés à l'auberge historique vers midi pour commencer à nous installer. La famille de Sarah était déjà là. Sa mère dirigeait les gens pour la décoration. Son père aidait à disposer les chaises dans le jardin. Mon meilleur ami de l'université, Derek,
est arrivé tôt pour aider et remplir ses devoirs de témoin. Le lieu était magnifique. Des chaises blanches disposées en rangées soignées face au kiosque. Des fleurs partout, la lumière du soleil filtrant à travers les arbres. La tante de Sarah avait fait un gâteau à 3 étages qui se trouvait sur une table près de la zone de réception. Tout semblait intime et parfait. Alors que les invités commençaient à arriver, je ne cessais de jeter un coup d'œil vers l'allée, une partie de moi espérant encore voir la voiture de mes parents arriver. J'avais réservé des sièges au premier rang pour eux, pour Emma et Brandon, pour ma tante et mon oncle. À l'approche de 15h30, ces sièges sont restés vides. Derek m'a vu regarder. « Ça va, mec ?» ?»« Oui, ai-je menti. »« Je vais bien. » À 15h45, la demoiselle d'honneur de Sarah est venue me chercher. Il était temps de prendre ma place au kiosque. J'ai traversé le jardin en serrant la main des invités, la plupart des parents de Sarah et nos amis communs. Tout le monde souriait, était excité, vraiment heureux d'être là. Je me suis tenu au kiosque avec Derek à mes côtés. L'officiant, un ami de la famille de Sarah qui s'était fait ordonner en ligne, attendait avec ses notes. Le quatuor à cordes a commencé à jouer et tout le monde s'est levé. Puis je l'ai vu. Sarah est apparue au bout du chemin du jardin, son bras lié à celui de son père. Elle portait une robe blanche simple et élégante qu'elle avait trouvée dans une boutique à Denver. Pas de marque de créateur, pas d'étiquette de prix à $1000, juste une belle robe qui lui allait parfaitement. Ses cheveux noirs étaient tirés en arrière avec de petites fleurs blanches tissées à travers. Elle était radieuse. Alors qu'elle marchait vers moi, j'ai tout oublié. Les sièges vides au premier rang n'avaient plus d'importance. L'absence de ma famille est devenue un bruit de fond. Tout ce que je voyais, c'était Sarah. Des larmes coulant déjà sur son visage. Son sourire si large qu'il semblait pouvoir lui briser le visage en deux. Son père a placé sa main dans la mienne et la cérémonie a commencé. Nous avions écrit nos propres vœux. Quand ce fut mon tour de parler, j'ai regardé dans les yeux de Sarah et j'ai dit, « Je promets de te choisir chaque jour pour le reste de ma vie. Je promets d'être ton partenaire, ton meilleur ami, ton refuge. Je promets de construire avec toi une vie remplie d'amour, de rire et d'honnêteté. Tu m'as appris ce que signifie être vraiment vu et accepté. Tu es ma maison, Sarah. Aujourd'hui et toujours. » Sarah pleurait ouvertement maintenant. Quand elle a prononcé ses vœux, sa voix tremblait d'émotion. « Justine, tu m'as montré à quoi ressemble le véritable amour. Pas le genre de conte de fées, mais le genre qui se manifeste, qui travaille dur, qui choisit la gentillesse même quand les choses sont difficiles. Je promets de me tenir à tes côtés, de soutenir tes rêves, d'être honnête avec toi-même quand c'est difficile. Je promets de rire avec toi, de pleurer avec toi et de construire une vie magnifique avec toi. Tu es ma personne et j'ai hâte d'être ta femme. » Quand l'officiant nous a déclaré mari et femme et que j'ai embrassé Sarah pour la première fois en tant que son mari, le jardin a éclaté en acclamations et en applaudissements. À ce moment-là, entouré de gens qui nous aimaient, je me sentais complètement entier. La réception était exactement ce que nous avions espéré. La famille de Sarah avait préparé la plupart de la nourriture elle-même, et c'était délicieux et sincère. Il y a eu des toasts qui ont fait rire et pleurer tout le monde. Derek a fait un discours sur le fait que je n'arrêtais pas de parler de Sarah depuis notre premier rendez-vous et qu'il ne m'avait jamais vu plus heureux. La mère de Sarah a dit à quel point elle était fière de m'accueillir dans leur famille, qu'elle avait su dès la première fois qu'elle m'avait rencontré que j'étais le bon pour sa fille. Pendant la danse père-fille, Tom a serré Sarah dans ses bras et lui a chuchoté quelque chose à l'oreille qui l'a fait pleurer de joie. Quand ce fut le moment de la danse mère-fils, Linda m'a tiré sur la piste et m'a dit, « Je sais que ta propre mère n'est pas là, mais je veux que tu saches que je suis honoré d'être ta belle-mère. Tu fais partie de la famille maintenant, Justine, pour toujours. » Je l'ai serré fort dans mes bras, submergé par la générosité et la chaleur de ces personnes qui me connaissaient à peine il y a quelques années, mais qui avaient ouvert leur cœur complètement. Alors que la soirée se terminait, que nous coupions le gâteau et que nous dansions sous des guirlandes lumineuses suspendues entre les arbres, j'ai regardé Sarah et j'ai réalisé quelque chose de profond. C'était mieux que n'importe quel mariage somptueux que mes parents auraient pu payer. C'était réel. C'était le nôtre. Et ces gens, la famille de Sarah et nos vrais amis, c'était eux qui comptaient. Nous ne pouvions pas nous permettre une longue lune de miel, alors nous avons fait un long week-end à Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Nous avons séjourné dans une petite chambre d'hôte, exploré des galeries d'art, mangé de la nourriture incroyable et passé des heures à parler de notre avenir. C'était simple et parfait.
Quand nous sommes rentrés à Denver le mercredi suivant, j'ai trouvé un message vocal sur mon téléphone. C'était d'Emma. Sa voix était joyeuse, presque désinvolte. « Salut, grand frère. Ça fait un moment qu'on n'a pas eu de tes nouvelles. Maman a dit que tu avais appelé il y a quelques semaines pour une invitation. Je ne sais pas de quoi il s'agissait. Bref, Brandon et moi organisons un barbecue pour le 4 juillet dans notre nouvelle maison à Boulder. Ça va être très sympa. On invite toute la famille. J'espère que tu pourras venir. Amen Sarah, bien sûr. À bientôt. » J'ai écouté le message 3 fois, ma confusion se transformant en une colère froide. Elle avait l'air si désinvolte, si inconsciente, comme si elle n'avait aucune idée de ce qu'elle avait fait, ou comme si elle savait exactement ce qu'elle avait fait et s'en fichait. Je n'ai pas rappelé. Je ne pouvais pas me faire confiance pour lui parler sans perdre mon sang-froid. Au lieu de cela, j'ai décidé de faire quelque chose que j'aurais probablement dû faire des semaines plus tôt. J'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents à Boulder, faisant le trajet d'1 heure un samedi matin, sachant qu'ils seraient à la maison. Patricia a ouvert la porte en tenue de tennis blanche, clairement sur le point de se rendre au country club. Son visage a exprimé la surprise quand elle m'a vu. « Justine, que fais-tu ici ? J'ai besoin de te parler, à toi et à papa. Est-il à la maison ? Il est dans son bureau. Justine, tout va bien ? Puis-je entrer ? Elle s'est écartée et je suis entré dans la maison où j'avais grandi. Tout semblait exactement comme d'habitude, des meubles chers, des œuvres d'art de bon goût sur les murs, des fleurs fraîches dans un vase en cristal sur la table de l'entrée. Robert est sorti de son bureau, des lunettes de lecture perchées sur son nez. « Mon fils, c'est inattendu. Je n'ai pas perdu de temps en politesse. Je me suis marié il y a 3 semaines. Sarah et moi sommes mariés. Mes 2 parents m'ont regardé comme si je venais d'annoncer que j'avais déménagé sur Mars. Tu t'es marié ? La voix de Patricia était faible. Justine, de quoi parles-tu ? Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit ? Je vous l'ai dit. Je vous ai envoyé une invitation. J'ai envoyé 4 invitations à cette maison, en fait. Une pour vous, une pour Emma et Brandon, et 2 pour tante Carole et oncle Tom. Toutes envoyées par courrier recommandé avec accusé de réception. Toutes livrées à cette adresse le même jour. Robert avait l'air vraiment confus. Mon fils, je te jure que nous n'avons jamais reçu d'invitation. J'ai sorti mon téléphone et je leur ai montré les informations de suivi. Les 4 paquets livrés. Tous les 4 signés par EM le même après-midi de début mai. Le visage de Patricia est devenu pâle. Sa main est montée à sa gorge. Emma gardait la maison cette semaine-là. Nous étions à la réunion de famille de Brandon en Californie. Nous nous sommes tenus tous les 3 dans le hall. L'implication de ce que je venais de leur montrer pesait lourdement dans l'air. Robert a pris le téléphone de ma main et a étudié l'écran, puis m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de l'horreur dans les yeux. « Tu dis qu'Emma a signé pour tes invitations de mariage et ne nous les a jamais données ? » C'est exactement ce que je dis. Ma mère s'est affalée sur le banc près de la porte. Justine, je jure que si nous avions su, nous aurions été là. Tu dois me croire. Vraiment ? Les mots sont sortis plus durs que je ne l'avais prévu, mais j'étais trop en colère pour les adoucir. Parce que quand j'ai appelé pour demander si vous aviez reçu l'invitation, tu m'as dit que j'imaginais des choses. Je ne savais pas, a-t-elle chuchoté. Je ne savais vraiment pas, Robert fixait toujours le téléphone, la mâchoire serrée. Nous devons parler à Emma tout de suite. Ma mère a sorti son téléphone, les mains tremblantes, et a composé le numéro d'Emma. Ça a sonné 4 fois avant qu'Emma ne réponde, sa voix enjouée et pimpante. « Maman, qu'est-ce qu'il y a ?» La voix de Patricia était glaciale. « Emma, j'ai besoin que tu viennes à la maison maintenant. »« Quoi ? Pourquoi ? Je suis à un brunch avec des amis. Je me fiche de savoir où tu es. Tu dois venir ici immédiatement. Ton frère est là et nous devons parler de quelque chose de très sérieux. » Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. « Est-ce que tout va bien ? » Non, Emma. Tout ne va pas bien. Dans combien de temps peux-tu être là ? Je suppose que je peux partir maintenant. Donne-moi 30 minutes. Fais en sorte que ce soit 20. Patricia a raccroché et m'a regardé. Ses yeux étaient rouges. Justine, je suis tellement désolé. Si Emma a fait ce que tu suggères,
si elle a gardé ses invitations pour nous, je ne sais même pas quoi dire. Attendons qu'elle arrive, a dit Robert d'un ton sombre. Écoutons ce qu'elle a à dire pour sa défense. Ces 20 minutes ont semblé des heures. Nous nous sommes assis dans le salon, mes parents sur le canapé, moi dans l'un des fauteuils. Personne n'a parlé. Le silence était épais et inconfortable, rompu seulement par le tic-tac de l'horloge ancienne sur la cheminée. Quand nous avons finalement entendu une voiture dans l'allée, mon père s'est levé. 1 minute plus tard, Emma a franchi la porte d'entrée, Brandon la suivant. Elle avait l'air confuse et légèrement agacée, portant toujours la robe d'été qu'elle avait portée au brunch. D'accord, je suis là. De quoi s'agit-il? Patricia n'a pas perdu de temps. As-tu signé pour les invitations de mariage de Justine et nous les as-tu cachées? Le visage d'Emma a traversé plusieurs expressions en succession rapide. Confusion, puis reconnaissance, puis quelque chose qui ressemblait à de la panique avant de s'installer dans une innocence défensive. Quoi? Non. De quoi parlez-vous? Je me suis levé et je lui ai montré le même accusé de réception que j'avais montré à mes parents. 4 invitations de mariage livrées à cette maison le 8 mai. Tu as signé pour elles pendant que maman et papa étaient en dehors de la ville. Où sont-elles, Emma? J'ai signé pour beaucoup de colis cette semaine-là. Je ne me souviens d'aucune invitation de mariage. 4 enveloppes recommandées du même expéditeur adressées à différents membres de notre famille, ai-je insisté. Tu ne t'en souviens pas. Brandon a regardé entre nous, clairement mal à l'aise. Emma, qu'est-ce qui se passe? La voix de Robert était dure. Si tu as signé pour elles, où sont-elles maintenant? Les as-tu jetées? Je ne sais pas, la voix d'Emma devenait plus aiguë, plus défensive. Peut-être que je les ai mises quelque part et que j'ai oublié. Peut-être qu'elles sont encore dans la maison quelque part. Nous avons cherché partout, a dit Patricia. Il n'y a rien. J'ai fait un pas de plus vers ma sœur. Emma, dis simplement la vérité. Tu savais ce qu'étaient ces invitations. Tu savais que je me mariais, et tu t'es assuré que personne d'autre dans la famille ne le sache. C'est ridicule, a dit Emma, mais sa voix a vacillé. Pourquoi ferais-je ça? C'est ce que je te demande. C'est insensé. Je n'ai pas à rester ici et à être accusé de quelque chose que je n'ai pas fait. Elle s'est tournée pour partir, mais Brandon lui a attrapé le bras. Emma, a-t-il dit doucement, dis-leur simplement la vérité. Elle s'est retournée contre lui. Quoi? Dis-leur ce qui s'est vraiment passé avec les invitations. La pièce est devenue silencieuse. Emma a regardé son mari, la trahison écrite sur son visage. Brandon, ne fais pas ça. Il mérite de savoir, a-t-il dit, sa voix douce mais ferme. Patricia s'est levée. Emma Marie, qu'as-tu fait? Le visage de ma sœur s'est effondré. Des larmes ont commencé à couler sur ses joues, mais elles ressemblaient plus à des larmes de frustration que de remords. Très bien. Vous voulez la vérité? Je les ai jetées. J'ai jeté les invitations. Êtes-vous content maintenant? Les mots ont frappé comme un coup physique. Même si je m'en étais douté, même si les preuves étaient claires, l'entendre l'admettre à voix haute l'a rendu réel d'une manière qui m'a retourné l'estomac. Pourquoi? Le mot est sorti comme à peine plus qu'un murmure. Pourquoi ferais-tu ça? Emma pleurait plus fort maintenant, sa voix se brisant. Parce que tu allais tout gâcher. Mon mariage était censé être le mariage, celui dont tout le monde parlerait et se souviendrait. Le jour spécial qui était le mien. Puis soudain, 6 mois plus tard, tu te maries aussi. Et je savais que tout le monde se sentirait obligé d'y aller et que les gens les compareraient et que mon mariage ne serait plus spécial. J'ai regardé ma sœur comme si je ne l'avais jamais vue. Tu as jeté mes invitations de mariage parce que tu étais jalouse. Ça a tout coûté à maman et papa, a-t-elle sangloté. 200 000 $. C'était censé être mon moment, mon heure de gloire. Tu es toujours le responsable, celui qui n'a pas besoin d'attention. Pourquoi ne pouvais-tu pas simplement attendre un an? Patricia avait l'air de pouvoir s'évanouir. Emma, comment as-tu pu faire ça à ton frère? À nous? Je pensais que vous penseriez tous qu'il ne vous avait pas invité, a dit Emma à travers ses larmes. Je pensais que ça passerait et que personne ne le saurait. Mais je les avais invités, ai-je dit, ma voix tremblant de colère. Je voulais que ma famille soit là. Je voulais partager ce jour avec vous tous. Et tu m'as enlevé ça,
à nous tous. Robert s'est levé, son visage rouge de fureur. Emma, ce que tu as fait était cruel et égoïste. C'était manipulateur et mal à tous les niveaux. Je sais, a-t-elle gémi. Je sais que c'était mal. Je ne pouvais tout simplement pas supporter l'idée de ne plus être le centre de l'attention. J'ai travaillé si dur pour mon mariage. Et puis Justine annonce ses fiançailles comme si de rien n'était. Et tout le monde passerait à autre chose et oublierait le mien. Brandon a posé sa main sur l'épaule d'Emma, mais elle l'a repoussé. Ne me touche pas. C'est toi qui leur as dit. Parce que ce que tu as fait était mal, a dit Brandon doucement. Je porte ce secret depuis des mois et ça me ronge. J'ai regardé Brandon, digérant cette nouvelle information. Tu savais tout ce temps. Tu savais ce qu'elle avait fait. Il a hoché la tête, misérablement. Elle me l'a dit juste après que c'est arrivé. Elle m'a fait promettre de ne rien dire. Je suis désolé, Justine. J'aurais dû te le dire plus tôt. Emma s'est de nouveau retournée contre lui. Tu m'avais promis. Tu m'avais promis que tu ne le dirais pas, certaines promesses ne devraient pas être tenues, a-t-il dit. Ton frère s'est marié sans sa famille à cause de ce que tu as fait. Comprends-tu à quel point c'est tordu? Patricia s'est approchée d'Emma, tendant la main vers elle, mais Emma a reculé. Emma, ma chérie, pourquoi ne nous en as-tu pas parlé? Si tu te sentais peu sûre de toi ou jalouse, nous aurions pu en discuter. Parce que vous n'auriez pas compris, a dit Emma amèrement. Vous m'auriez dit que j'étais ridicule, qu'il y avait de la place pour que nous ayons tous les deux de beaux mariages. Mais ce n'est pas vrai. Il n'y a qu'une quantité limitée d'attention à distribuer et Justine l'obtient toujours sans même essayer. Ce n'est pas vrai, ai-je dit. Tu as toujours été l'enfant prodige, Emma. Tout ce que tu faisais était célébré et loué. J'étais toujours juste le grand frère stable et ennuyeux qui faisait ce qu'il était censé faire. Exactement, a-t-elle rétorqué. Tu n'as jamais eu besoin de validation. Les choses te venaient facilement. J'ai dû travailler pour chaque bride d'attention que j'ai eue. La logique tordue de ce qu'elle disait me donnait le vertige. Nous avions apparemment grandi dans des familles complètement différentes, avec des perceptions complètement différentes de notre place. La voix de Robert a traversé la pièce. Assez, Emma. Ce que tu as fait est inexcusable. Tu dois des excuses à ton frère et à sa femme. De vraies excuses. Emma a essuyé ses yeux, le mascara coulant sur son visage. Elle m'a regardé et pendant un instant, j'ai vu quelque chose de sincère dans son expression. De la peur peut-être, ou du regret. Justine, je suis désolée, a-t-elle dit, sa voix faible. J'ai été horrible. Je ne sais pas ce qui ne va pas chez moi. Je me suis tellement laissé emporter par le désir que tout soit parfait. Et puis quand tu as annoncé tes fiançailles, j'ai paniqué. Je sais que ce n'est pas une excuse. Je sais que ce que j'ai fait était horrible. J'ai regardé ma petite sœur, cette personne avec qui j'avais grandi, partager une maison, et j'ai réalisé que je ne la connaissais pas vraiment. Ou peut-être que je l'avais toujours connue et que je n'avais jamais voulu le voir. Je te pardonne, ai-je dit finalement. Mais le pardon ne signifie pas que tout redevient normal. Ce que tu as fait a brisé ma confiance. Ça m'a blessé, ainsi que Sarah, maman et papa. Tu nous as volé quelque chose que nous ne pourrons jamais récupérer. Emma a hoché la tête, les larmes coulant toujours. Je comprends. Brandon s'est dirigé vers la porte. Nous devrions y aller. Vous laissez digérer tout ça. Attendez, a dit Patricia. Nous devons parler de la façon dont nous allons avancer. Mais Emma se dirigeait déjà vers la porte et Brandon a suivi. Ils sont partis sans un mot de plus, le son des pleurs d'Emma s'estompant alors qu'ils montaient dans leur voiture et s'éloignaient. Après leur départ, nous sommes restés tous les trois dans le salon, aucun de nous ne sachant vraiment quoi dire. Ma mère s'est rassise sur le canapé, a mis son visage dans ses mains et a commencé à pleurer. Mon père s'est approché d'elle, enroulant son bras autour de ses épaules. Justine, a dit Robert, en me regardant avec quelque chose que j'avais rarement vu dans ses yeux, de la vulnérabilité. Nous t'avons laissé tomber. Nous aurions dû faire plus d'efforts pour te joindre avant le mariage. Nous aurions dû nous demander pourquoi nous n'avions pas reçu d'invitation. Nous avons juste supposé que tu avais décidé d'avoir une cérémonie très intime ou que peut-être tu t'étais enfui. Nous sommes tellement désolés, a ajouté Patricia, sa voix étouffée par ses mains.
Si nous pouvions revenir en arrière et changer les choses, nous le ferions. S'il te plaît, dis-nous comment nous pouvons arranger ça. J'ai regardé mes parents. Ces personnes qui m'avaient élevé mais qui, d'une certaine manière, ne m'avaient jamais vraiment vu. J'ai pensé à toutes les années que j'avais passées à essayer d'être le bon fils, l'enfant facile, celui qui ne causait pas de problème. Et j'ai pensé à la famille de Sarah qui m'avait accueilli à bras ouverts et m'avait montré à quoi ressemblait réellement l'amour inconditionnel. Je ne sais pas si vous pouvez arranger ça, ai-je dit honnêtement. Le moment est passé. Vous ne pouvez pas le récupérer. Ma mère a levé les yeux vers moi, son visage dévasté. S'il te plaît, ne nous exclus pas. Nous t'aimons. Nous avons fait des erreurs, mais nous t'aimons. J'ai besoin de temps, ai-je dit. J'ai besoin de digérer tout ça. Mais je ne ferme pas complètement la porte. J'ai juste besoin d'espace. J'ai quitté la maison de mes parents et je suis retourné à Denver. Quand je suis rentré à la maison, Sarah a jeté un coup d'œil à mon visage et a su que quelque chose d'important s'était passé. Je lui ai tout raconté, de la confrontation avec Emma aux réactions de mes parents. Elle m'a tenu dans ses bras pendant que je parlais, et quand j'ai eu fini, elle a dit la chose la plus, Sarah, imaginable. Ta sœur fait face à quelque chose de profond en elle. Ça n'excuse pas ce qu'elle a fait, mais peut-être qu'elle a besoin d'aide. C'était Sarah. Toujours avoir l'humanité chez les gens, même quand ils l'avaient blessée. Au cours des semaines suivantes, j'ai eu un contact limité avec mes parents. Ils appelaient régulièrement, laissant des messages vocaux d'excuses. Ils ont envoyé des messages disant à quel point ils regrettaient d'avoir manqué le mariage. Ma mère a envoyé une carte avec une longue lettre manuscrite exprimant ses remords. J'ai lu la lettre. J'ai écouté les messages vocaux, mais je n'étais pas encore prêt à m'engager. Emma n'a pas pris contact du tout. L'été s'est transformé en automne. Sarah et moi nous sommes installés dans la vie de couple dans notre appartement à Denver. Nous avons établi des routines, appris les rythmes de l'autre d'une nouvelle manière, géré les petits ajustements qui accompagnent le partage complet d'une vie. C'était tout ce que j'avais espéré. Lentement, timidement, j'ai commencé à reconstruire ma relation avec mes parents. Nous avons commencé par des appels téléphoniques, brefs et superficiels. D'abord, mon père appelait pour me poser des questions sur le travail, sur un projet que je concevais. Ma mère appelait pour savoir si nous avions besoin de quelque chose pour l'appartement. Les conversations étaient guindées et prudentes, chacun de nous essayant de ne pas dire la mauvaise chose. Après un mois d'appels téléphoniques, j'ai accepté de les rencontrer pour dîner. Territoire neutre, un restaurant à mi-chemin entre Denver et Boulder. Sarah est venue avec moi et j'ai regardé ma mère s'excuser directement auprès d'elle, les larmes aux yeux en disant à Sarah à quel point elle était désolée d'avoir manqué notre mariage et pour les choses qu'elle avait dites sur le fait qu'elle n'était pas appropriée pour la famille. Sarah, gracieuse comme toujours, a accepté les excuses. Ce qui compte maintenant, c'est comment nous allons de l'avant, a-t-elle dit. C'est devenu notre mantra, comment nous allons de l'avant. Progressivement, au fil des mois, la relation avec mes parents a commencé à guérir. Ce n'était plus la même chose qu'avant, cette hypothèse non examinée de lien familial. C'était quelque chose que nous construisions activement avec honnêteté et effort. D'une certaine manière, c'était mieux que ce que nous avions avant. Mais Emma est restée absente de tout cela. Elle n'est pas venue au dîner de famille. Elle n'a pas répondu aux appels. Quand mes parents ont essayé de servir de médiateur, d'essayer de nous réunir, elle a refusé. Ma mère a rapporté qu'Emma gérait certaines choses et avait besoin de temps. J'ai essayé de ne pas laisser cela me déranger, mais la vérité est que ma sœur me manquait. Pas la personne qui m'avait trahi, mais la sœur avec qui j'avais grandi, celle qui me suivait partout quand nous étions enfants, qui venait me demander conseil quand elle avait des problèmes. Je pleurais la relation que nous avions perdue, même si je savais qu'elle ne serait peut-être jamais récupérée. Puis, 3 semaines avant Thanksgiving, j'ai reçu un appel qui a de nouveau tout changé. C'était de Brandon. Il avait l'air stressé, épuisé. Justine, j'ai besoin de te parler d'Emma. Pouvons-nous nous rencontrer pour un café? Nous nous sommes rencontrés le lendemain dans un café à Denver. Brandon avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Ses cheveux habituellement soignés étaient en désordre, et il y avait des cernes sous ses yeux. Qu'est-ce qui se passe? Ai-je demandé après que nous ayons pris nos boissons et que nous nous soyons assis. Brandon a enroulé ses mains autour de sa tasse de café et l'a fixé un long moment avant de parler. Emma m'a fait promettre de ne pas te le dire, mais je ne peux plus le garder pour moi.
Ça me ronge et je pense que tu dois savoir à quoi tu as affaire. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce que c'est? Emma n'a pas seulement jeté tes invitations, a-t-il dit doucement. 2 jours avant ton mariage, elle a appelé la mère de Sarah. Les mots m'ont frappé comme de l'eau glacée. Elle a fait quoi? Elle a prétendu être quelqu'un du lieu de réception. Elle a dit qu'elle était coordinatrice et qu'il y avait un problème avec la réservation. Elle a dit à ta belle-mère que vous devriez peut-être reporter le mariage. Elle essayait de saboter le jour du mariage. Je ne pouvais plus respirer. Le café semblait basculer autour de moi. Es-tu sérieux? Tout à fait sérieux. Linda a appelé Sarah immédiatement pour demander ce qui se passait. C'est pourquoi Sarah était si stressée la semaine du mariage. Tu te souviens? Elle m'en a parlé plus tard. Elle ne voulait pas t'inquiéter, alors elle t'a juste dit qu'elle était nerveuse. Je m'en souvenais. Sarah avait été inhabituellement anxieuse cette dernière semaine. Elle n'arrêtait pas de vérifier et de revérifier les choses avec le lieu de réception. J'avais supposé que c'était le track normal du mariage. Je n'avais aucune idée que quelqu'un essayait activement de nous saboter. Pourquoi me dis-tu ça maintenant? Ai-je demandé, ma voix tremblant. Brandon s'est penché en avant. Parce qu'Emma est en pleine spirale. Elle est convaincue que toi et tes parents essayaient de la chasser de la famille. Elle parle de Thanksgiving, de faire une déclaration, de mettre tout le monde au clair. Je pense qu'elle va essayer de monter tes parents contre toi, Justine. Elle s'est construit ce récit dans sa tête où elle est la victime et où c'est toi qui as tout gâché. C'est insensé. Je sais. J'ai essayé de lui parler. J'ai suggéré une thérapie. Elle ne veut rien entendre. Elle se met en colère et m'accuse de prendre ton parti. Il s'est frotté le visage avec les 2 mains. Je l'aime, mais je ne peux pas la regarder se détruire et blesser d'autres personnes. Tu dois savoir dans quoi tu t'embarques à Thanksgiving. J'ai remercié Brandon et je suis rentré chez moi, abasourdi. Quand j'ai tout raconté à Sarah, elle est devenue pâle. L'appel de la coordinatrice du lieu de réception, a-t-elle dit lentement. Je savais que quelque chose n'allait pas. La femme au téléphone ne pouvait pas répondre à des questions de base sur notre réservation, mais j'ai juste pensé qu'elle était nouvelle ou incompétente. Je n'ai jamais imaginé que quelqu'un ferait ça exprès. Nous sommes restés assis en silence, digérant la profondeur des actions d'Emma. Ce n'était pas seulement de la jalousie. C'était du sabotage actif. Elle n'avait pas seulement voulu manquer mon mariage, elle avait voulu le ruiner entièrement. Qu'est-ce qu'on fait pour Thanksgiving? A demandé Sarah. J'y ai réfléchi longuement. Une partie de moi voulait l'éviter complètement pour éviter la confrontation dont Brandon m'avait averti. Mais une autre partie de moi, la partie qui avait été bousculée, manipulée et trompée, en avait assez de fuir. On y va, ai-je dit. Et j'apporte toutes les preuves que j'ai. Si Emma veut faire une scène, elle le peut. Mais cette fois, la vérité va éclater et tout le monde l'entendra. Au cours des 3 semaines suivantes, je me suis préparé pour Thanksgiving comme si je me préparais pour un procès. J'ai tout rassemblé, les accusés de réception avec la signature d'Emma, les captures d'écran de toutes les informations de suivi, la chronologie de tout ce qui s'était passé. J'ai même demandé à Brandon d'enregistrer une déclaration sur l'appel téléphonique d'Emma à Linda et sur ses projets de causer des problèmes à Thanksgiving. Il a immédiatement accepté, sa voix tremblant en décrivant le comportement de sa femme au cours des derniers mois. Sarah était nerveuse à propos de tout cela. « Es-tu sûr de vouloir faire ça ?» a-t-elle demandé la veille de Thanksgiving. Peut-être devrions-nous simplement passer des vacances tranquilles, juste nous 2. J'en ai assez de me cacher, ai-je dit. J'en ai assez qu'Emma contrôle le récit. Mes parents méritent de connaître toute la vérité, et tout le monde dans la famille doit voir qui ils défendent. Ma mère avait appelé plus tôt cette semaine-là pour confirmer que nous venions. Sa voix avait été pleine d'espoir, presque désespérée. S'il te plaît, viens, Justine. Il est temps de guérir en famille. Emma dit qu'elle vient et je pense que si nous sommes tous ensemble, nous pouvons surmonter ça. J'avais accepté sans lui dire ce que je savais ni ce que je prévoyais. La veille de Thanksgiving, Emma a commencé à envoyer des SMS à ma mère, m'a dit Brandon plus tard. Soudain, après des mois de silence, elle était excitée à l'idée des vacances. Elle voulait t'aider à cuisiner. Elle voulait s'assurer que la table était magnifiquement dressée. Elle était la fille parfaite, exactement comme elle l'était avant que tout ne s'effondre. Ma mère,
soulagée d'avoir retrouvé sa fille, n'a pas posé de questions. Elle était juste reconnaissante. Le matin de Thanksgiving est arrivé, froid et lumineux. Sarah et moi nous sommes levés tôt, tous les deux silencieux et tendus. Nous avions à peine dormi. Nous nous sommes habillés avec soin, essayant tous les deux d'avoir l'air bien mis et calme. Sarah portait une robe bleu marine, simple et élégante. Je portais un pantalon et une chemise. Le trajet jusqu'à Boulder a semblé interminable. Je n'arrêtais pas de répéter ce que j'allais dire, comment j'allais présenter l'épreuve. Sarah m'a tenu la main tout le long, ses doigts tremblant légèrement dans les miens. Nous sommes arrivés chez mes parents vers midi. L'allée était déjà pleine de voitures. Ma tante et mon oncle étaient là, ainsi que leurs enfants adultes, mes cousins. La voiture d'Emma et Brandon était là aussi. Quand nous sommes entrés, la maison sentait la dinde et la farce. Ma mère est venue en courant, nous serrant tous les deux fort dans ses bras. Elle avait l'air heureuse, presque hystérique. « Vous êtes là. Entrez. Entrez. » Tout le monde est dans le salon. Nous l'avons suivi. La pièce était pleine de membres de la famille. Mon père se tenait près de la cheminée, parlant à mon oncle. Ma tante était sur le canapé avec mes cousins. Et là, au milieu de tout, se trouvait Emma. Elle avait l'air soignée et parfaite dans une robe de créateur, ses cheveux et son maquillage impeccable. Quand elle m'a vu, son sourire n'a pas tout à fait atteint ses yeux. Elle s'est approchée, les bras tendus comme si elle allait me prendre dans ses bras, mais j'ai reculé. « Justine » a-t-elle dit, sa voix chaude mais ses yeux froids. « Je suis si contente que tu aies pu venir. »« Emma » ai-je dit platement. Brandon se tenait derrière elle, et il a croisé mon regard, me faisant un léger signe de tête. Son visage était tiré et fatigué. Nous avons survécu aux apéritifs et aux petites conversations. Emma n'arrêtait pas de faire des commentaires, de petites piques déguisées en blagues. C'est si agréable quand toute la famille peut être réunie, n'est-ce pas, et, je pense toujours que les vacances sont une question de tradition, d'honorer ce qui nous a précédés. Chaque commentaire semblait pointu, comme si elle préparait quelque chose. Finalement, ma mère a annoncé que le dîner était prêt. Nous nous sommes tous dirigés vers la salle à manger, une longue table dressée avec la bonne porcelaine et le cristal. Ma mère avait mis les petits plats dans les grands, désespérée de rendre ce Thanksgiving parfait, de réunir sa famille brisée. Je me suis retrouvé assis en face d'Emma, Sarah à côté de moi. Mes parents étaient assis aux extrémités de la table. Tout le monde s'est installé autour de nous. Le repas a commencé assez agréablement. Les gens se passaient les plats, complimentaient la nourriture, engageaient des conversations sur le temps, le sport et le travail. Je pouvais sentir la tension monter, une pression dans ma poitrine qui rendait la déglutition difficile. Après le plat principal, alors que ma mère coupait la tarte à la citrouille dans la cuisine, Emma s'est adossée à sa chaise et a souri à la table. « C'est tout simplement parfait », a-t-elle dit. « Avoir tout le monde réuni comme ça fait trop longtemps. » Ma tante a hoché la tête. « C'est vrai. Nous devrions faire ça plus souvent. » Les yeux d'Emma ont trouvé les miens. « Tu sais, je pensais à mon mariage plus tôt aujourd'hui. C'était vraiment quelque chose de spécial, n'est-ce pas, maman ? » Ma mère est revenue dans la pièce avec la tarte. « Oh, c'était magnifique, ma chérie. Absolument spectaculaire. »« Ça y est, ai-je pensé. » Emma a continué. « Je suis juste reconnaissante que nous ayons pu partager ce jour avec tous ceux qui comptent. La famille est si importante. » Elle a fait une pause, puis a tourné son attention vers moi et Sarah. « Alors, Justine, quand est-ce que vous allez enfin vous marier ? Nous serions tous ravis de vous aider à planifier quelque chose de merveilleux. » La pièce est devenue silencieuse. La main de Sarah a trouvé la mienne sous la table et l'a serrée fort. C'était ça. Le moment qu'Emma avait préparé. Elle allait m'humilier devant tout le monde, faire croire que Sarah et moi traînions les pieds, se faire passer pour la sœur concernée. Mais elle avait mal calculé. Elle avait oublié que j'avais passé des semaines à me préparer pour ce moment précis. J'ai posé ma fourchette avec précaution. Quand j'ai parlé, ma voix était calme et claire. En fait, maman, je me suis déjà marié. Sarah et moi nous sommes mariés il y a 4 mois, en juin. Vous avez tous reçu des invitations. Le silence qui est tombé sur cette table était absolu. On aurait pu entendre une mouche voler dans la pièce voisine. Tous les visages se sont tournés vers moi, les expressions allant de la confusion au choc.
Le sourire de ma mère a vacillé. Justine, de quoi parles-tu? Je parle de notre mariage. Celui que nous avons eu le 23 juin au jardin historique, celui auquel nous vous avons tous invités. La fourchette de mon père a cliqueté sur son assiette. Mon fils, nous n'avons jamais reçu d'invitation. J'ai sorti mon téléphone, déjà ouvert sur les photos que j'avais préparées. En fait, papa, si. 4 invitations envoyées par courrier recommandé avec accusé de réception. Toutes livrées à cette maison le 8 mai. Toutes signées par la même personne. J'ai passé mon téléphone le long de la table. D'abord à mon père, puis à ma mère, puis à ma tante et mon oncle. Chaque personne qui l'a regardé a eu la même réaction. D'abord la confusion, puis le choc, puis il levait les yeux vers moi avec des questions dans les yeux. Ces invitations ont toutes été signées par EM, ai-je dit, laissant les initiales flotter dans l'air. Le 8 mai, pendant que mes parents étaient en Californie à la réunion de famille de Brandon. Le visage de ma mère était devenu blanc. Elle a regardé Emma. Emma, tu gardais la maison cette semaine-là. Le sang-froid parfait d'Emma commençait à se fissurer. Je ne sais pas de quoi il parle. J'ai affiché les photos de mariage sur mon téléphone. Moi et Sarah, heureux et radieux. La belle cérémonie dans le jardin, la réception pleine de visages souriants, et là, au premier rang, 4 chaises vides avec des pancartes, réservées, dessus. C'est notre mariage, ai-je dit, montrant les photos à tout le monde. Le mariage auquel notre famille n'a pas assisté parce que quelqu'un a intercepté les invitations et les a jetées. Ma tante a halté. Le visage de mon oncle est devenu rouge. Mes cousins regardaient Emma avec un choc non dissimulé. Emma, la voix de mon père était basse et dangereuse. Est-ce vrai? Emma s'est levée, sa chaise grinçant bruyamment contre le sol. Son visage était rouge, des larmes se formant déjà. Tout le monde est toujours du côté de Justine. Personne ne pense jamais à ce que je ressens, à ce que j'ai traversé. Ce que tu as traversé? Je me suis levé aussi, des mois de colère se libérant enfin. Tu as délibérément saboté mon mariage parce que tu étais jalouse. Tu as empêché toute notre famille d'assister à l'un des jours les plus importants de ma vie, et tu l'as fait par pur égoïsme. Brandon s'est levé, sa voix calme mais ferme. Par l'heure de l'appel téléphonique, Emma. Emma s'est retournée contre lui. Brandon, n'ose pas, mais Brandon en avait assez de la protéger. Elle a appelé la mère de Sarah 2 jours avant le mariage, a prétendu être du lieu de réception, a essayé de la convaincre que le mariage devrait peut-être être reporté. Elle ne voulait pas seulement manquer ton mariage, Justine. Elle voulait le détruire. La pièce a éclaté. Plusieurs personnes ont commencé à parler en même temps. Ma mère a mis la main sur sa bouche, des larmes coulant sur son visage. Mon père a frappé la table de sa main, faisant sauter les verres. Tout le monde, s'il vous plaît, ai-je dit, et la pièce s'est calmée. Je veux juste que vous sachiez tous la vérité. Je voulais ma famille à mon mariage. J'ai tout fait correctement. J'ai envoyé des invitations appropriées avec beaucoup d'avance. Mais quelqu'un a décidé que son ego était plus important que le bonheur de son frère. Maintenant, je sais exactement sur qui je peux compter et sur qui je ne peux pas. J'ai regardé Emma et pour la première fois depuis des mois, je l'ai vue clairement. Pas ma petite sœur, pas l'enfant prodige, mais une personne profondément peu sûre d'elle qui avait laissé sa jalousie la transformer en quelqu'un de cruel. J'en ai assez de te laisser contrôler le récit, Emma, ai-je dit. J'en ai assez d'être le grand frère compréhensif qui laisse passer les choses. Ce que tu as fait est impardonnable, et tout le monde ici mérite de savoir exactement qui tu es vraiment. Emma pleurait ouvertement maintenant, le mascara coulant sur son visage. Elle a attrapé son sac à main et a fui la pièce. Nous avons entendu la porte d'entrée claquer un instant plus tard. Brandon m'a regardé, a regardé mes parents, a regardé tout le monde autour de la table. Je suis désolé, a-t-il dit. Je suis tellement désolé pour tout ça. Puis il a suivi sa femme hors de la maison. Après le départ d'Emma et de Brandon, la salle à manger est restée silencieuse un long moment. Puis tout le monde a commencé à parler en même temps. Ma tante a fait le tour de la table pour me prendre dans ses bras. Mon oncle a secoué la tête, incrédule. Mes cousins se sont excusés de ne pas avoir su, de ne pas avoir été là. Mais c'est la réaction de mes parents qui comptait le plus. Mon père s'est levé, son visage un mélange de colère et de chagrin. Justine, je ne sais pas quoi dire.
Ce que ta sœur a fait dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. Ma mère pleurait si fort qu'elle pouvait à peine parler. Nous aurions dû être là. Nous aurions dû savoir que quelque chose n'allait pas. Je suis tellement désolé. J'ai regardé mes parents, ces personnes imparfaites qui avaient manqué l'un des jours les plus importants de ma vie. Et j'ai réalisé quelque chose d'important. Ce n'étaient pas des méchants. C'étaient juste des gens, imparfaits et humains, qui avaient été manipulés par leur propre fille. Je sais que vous auriez été là si vous aviez su, ai-je dit. Je le sais maintenant. Emma s'est assurée que vous ne le sachiez pas parce qu'elle savait que vous viendriez. Ma mère a fait le tour de la table et m'a serré fort dans ses bras. Peux-tu un jour nous pardonner? Il n'y a rien à pardonner, ai-je dit. Vous n'avez rien fait de mal. Emma, si. Mon père a serré Sarah dans ses bras, s'excusant auprès d'elle aussi. Bienvenue dans la famille, a-t-il dit, sa voix épaisse d'émotion. Je suis désolé que ça nous ait pris si longtemps pour le dire correctement. Sarah, gracieuse comme toujours, l'a serré dans ses bras en retour. Ce qui compte, c'est que nous soyons là maintenant. Ma mère a reculé, s'essuyant les yeux. S'il te plaît, laisse-nous faire quelque chose. Laisse-nous t'organiser une réception, te donner de l'argent pour une lune de miel, ou quelque chose pour compenser ce que nous avons manqué. J'ai secoué la tête. Nous n'avons pas besoin d'une réception, maman. Le moment est passé. On ne peut pas le recréer. Mais ce que j'aimerais, c'est que nous recommencions à zéro. Que nous construisions quelque chose de nouveau et d'honnête sans tous les anciens schémas et hypothèses. Mon père a hoché lentement la tête. De petits dîners en famille, de vraies conversations, plus de prise pour acquis. Exactement, ai-je dit. Ma tante a pris la parole de son bout de la table. Et Emma? Qu'est-ce qui se passe maintenant? C'était la question, n'est-ce pas? Que arrive-t-il à la personne qui vous a trahi quand cette personne est votre sœur? Emma a besoin d'aide, a dit Sarah doucement. Elle a besoin d'une thérapie. Elle a besoin de comprendre pourquoi elle est si peu sûre d'elle qu'elle sabote le bonheur de son propre frère. Elle ne nous écoutera pas, a dit ma mère. Nous avons essayé. Elle se met en colère et nous repousse. Brandon a appelé plus tard ce soir-là. Emma s'était enfermée dans leur chambre et ne voulait pas en sortir. Il avait l'air dévasté, perdu. Je ne sais pas comment l'aider, a-t-il dit. Elle n'admettra pas qu'elle a un problème. Parfois, les gens doivent toucher le fond avant d'être prêts à changer, lui ai-je dit. On ne peut pas le forcer. On peut seulement décider de ce avec quoi on est prêt à vivre. Au fil des semaines et des mois qui ont suivi, nous avons tous appris à naviguer dans cette nouvelle réalité. Mes parents et moi avons poursuivi notre lent processus de reconstruction. Nous dînions ensemble une fois par mois, en alternant entre leur maison à Boulder et des restaurants à Denver. Les conversations étaient plus honnêtes qu'elles ne l'avaient jamais été. Ma mère a admis qu'elle avait mis trop de pression sur Emma pour qu'elle soit parfaite, pour qu'elle soit la fille de vitrine. Mon père a admis avoir été distant, plus concentré sur le travail que sur la compréhension de ses enfants. Sarah et ma mère ont développé leur propre relation. Séparément de moi. Elles se retrouvaient pour déjeuner, allaient faire du shopping ensemble. Ma mère a découvert le travail de Sarah à l'hôpital, a rencontré ses amis, a passé du temps avec sa famille. Elle a vu ce que j'avais vu depuis le début, que Sarah était quelqu'un de spécial, quelqu'un qui valait la peine d'être connu, quel que soit le quartier où elle avait grandi. Emma est restée à l'écart de tout cela. Elle a manqué Noël cette année-là, puis Pâques le printemps suivant. Ma mère l'appelait, laissait des messages vocaux qui restaient sans réponse. Mon père a essayé de la joindre par l'intermédiaire de Brandon, mais n'a abouti à rien. Puis, environ 6 mois après ce Thanksgiving, Brandon m'a appelé. Emma a commencé une thérapie, a-t-il dit. Ça fait 3 mois maintenant et je vois des changements, de petits changements, mais ils sont là. C'est bien, ai-je dit, et je le pensais. Elle veut savoir si tu serais d'accord pour la rencontrer, juste toi et elle. Elle dit qu'elle n'est pas encore prête à affronter toute la famille, mais elle veut essayer d'arranger les choses avec toi. J'y ai réfléchi longuement. Sarah et moi en avons parlé pendant des heures. Finalement, j'ai décidé de donner une chance à Emma. Nous nous sommes rencontrés dans un café neutre, à mi-chemin entre Denver et Boulder. Emma est arrivée, différente de ce que j'avais jamais vu. Pas de maquillage parfait, pas de vêtements de créateur, juste un jean et un pull, les cheveux attachés en une simple queue de cheval. Elle avait l'air plus jeune, plus vulnérable,
plus réel. Merci de me rencontrer, a-t-elle dit alors que nous nous asseyions. Je n'étais pas sûr que tu viendrais. J'ai failli ne pas venir. Je ne t'en aurais pas voulu. Elle a enroulé ses mains autour de sa tasse de café, ne buvant pas, la tenant juste pour la chaleur. Mon thérapeute m'a beaucoup aidé à comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Ça n'excuse rien, mais je pense que je comprends enfin. Dis-moi, ai-je dit. Elle a pris une profonde inspiration. J'ai construit toute mon identité autour du fait d'être spéciale, d'être celle à qui tout le monde prêtait attention. Maman et papa étaient si fiers de tout ce que je faisais, et j'ai intériorisé que je devais continuer à être extraordinaire ou ils cesseraient de m'aimer. Quand tu t'es fiancé juste après mon mariage, j'ai eu l'impression que tu me volais la vedette, que j'étais remplacé. Ce n'est pas rationnel, ai-je dit. Je sais. C'est ce qui rend la chose si tordue. Tu n'essayais pas de rivaliser avec moi. Tu vivais juste ta vie. Mais dans ma tête, tout était une compétition, et j'avais terriblement peur de perdre. Elle a levé les yeux vers moi, et j'ai vu un vrai remords dans ses yeux. Ce que je t'ai fait était horrible. Je t'ai enlevé quelque chose que tu ne pourras jamais récupérer. J'ai blessé toi, Sarah, maman et papa. J'ai aussi blessé Brandon, en lui faisant garder mes secrets. J'étais tellement absorbé par ma propre insécurité que je suis devenu quelqu'un de cruel. Oui, ai-je dit, tu l'as été. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je voulais juste que tu saches que je comprends ce que j'ai fait et que je travaille à devenir une meilleure personne, quelqu'un qui n'a pas besoin de rabaisser les autres pour se sentir bien. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure. C'était gênant, douloureux et nécessaire. Emma m'a parlé de sa thérapie, des schémas de comportement qu'elle travaillait à changer. Elle m'a dit qu'elle avait réalisé que son mariage, celui qu'elle avait si désespérément voulu protéger, ne l'avait en fait pas rendue heureuse. Il avait été stressant, coûteux et axé sur l'impression des autres plutôt que sur la célébration de l'amour. Ton mariage a probablement semblé plus réel que le mien, a-t-elle admis. Même si je l'ai gâché, même si ta famille n'était pas là, toi et Sarah aviez l'air vraiment heureux sur ces photos. Mon mariage ressemblait à une performance. Quand nous avons quitté le café, nous ne nous sommes pas embrassés ni fait de promesses sur l'avenir, mais il y avait une compréhension timide entre nous, une possibilité que peut-être un jour nous pourrions reconstruire quelque chose. 1 an après ce Thanksgiving, alors que Sarah et moi étions mariés depuis 1 an et demi, mes parents ont organisé une réunion de famille pour mon anniversaire. C'était petit, juste la famille immédiate. Et pour la première fois depuis juin de l'année précédente, Emma était là. Elle a apporté un cadeau, quelque chose qu'elle avait fait elle-même plutôt qu'acheter. C'était un album de scrapbooking rempli de photos de notre enfance, des photos de nos enfants jouant dans le jardin, déguisés pour Halloween, ouvrant des cadeaux de Noël, l'histoire d'une relation avant que la jalousie et la compétition ne l'empoisonnent. À l'intérieur de la couverture, elle avait écrit une note, pour nous rappeler à tous les deux qui nous étions et qui nous pouvons encore devenir. Je suis désolé pour tout. Avec amour, ta sœur Emma. Sarah m'a serré la main alors que je parcourais les pages. C'est un bon début, a-t-elle chuchoté. Et c'était juste un début, mais un début sincère. En repensant à tout ce qui s'est passé, à la trahison, à la douleur et au lent processus de guérison, j'ai appris certaines choses que je porte avec moi chaque jour. Premièrement, j'ai appris que parfois, les pires trahisons viennent des personnes les plus proches de vous, celles qui savent exactement comment vous blesser parce qu'elles vous connaissent si bien. Mais cela ne signifie pas que toutes les relations sont vouées à l'échec. Cela signifie que vous devez être prêt à voir les gens clairement, à fixer des limites et à exiger le respect que vous méritez. Deuxièmement, j'ai appris que se défendre ne signifie pas brûler les ponts ou chercher à se venger. Cela signifie dire la vérité, présenter les faits et laisser les gens se faire leur propre jugement. Je n'ai pas détruit Emma à ce dîner de Thanksgiving. J'ai juste refusé de la laisser me détruire. Troisièmement, j'ai appris que la famille n'est pas seulement une question de sang. La famille de Sarah m'a montré à quoi ressemble l'amour inconditionnel. Ils m'ont accueilli sans réserve, ont soutenu notre mariage avec leur temps, leur énergie et leur amour, et ne m'ont jamais fait sentir que je devais mériter ma place auprès d'eux. C'est le genre de famille que je veux construire avec Sarah, le genre de famille que je veux créer pour nos futurs enfants. Quatrièmement, j'ai appris que les gens peuvent changer, mais seulement s'ils le veulent. Emma a dû toucher le fond avant d'être prête à se regarder honnêtement. Aucune confrontation ou intervention de ma part ou de celle de mes parents n'aurait pu forcer cela. Elle a dû le choisir elle-même. Et enfin,
j'ai appris que les personnes qui sont là pour vous dans vos moments les plus difficiles, ce sont votre vraie famille. Qu'ils soient liés à vous par le sang ou par choix, ce sont les personnes pour lesquelles il vaut la peine de se battre. Je n'ai pas eu le jour de mariage que j'avais imaginé avec ma famille au premier rang, ma mère pleurant des larmes de joie et mon père me serrant la main après. Mais j'ai eu quelque chose de mieux. J'ai eu de la clarté. J'ai pu voir qui m'aimait vraiment, qui me soutenait vraiment, qui voulait vraiment faire partie de ma vie. La mère de Sarah l'a conduite à l'hôtel aux côtés du père de Sarah, et elle m'a dit plus tard qu'elle se sentait honorée de le faire. Mon meilleur ami Derek a fait un discours qui a fait rire et pleurer tout le monde. La famille de Sarah a dansé, a célébré et a traité notre mariage comme s'il s'agissait de l'événement le plus important au monde. Et quand la journée s'est terminée, quand nous sommes partis pour notre lune de miel, j'ai regardé Sarah sur le siège passager et j'ai réalisé que c'était ça qui comptait. Pas la liste des invités, ni le budget, ni qui était ou n'était pas là. Juste nous choisissant l'un l'autre, construisant une vie ensemble. Les sièges vides au premier rang de notre mariage se sont avérés être un cadeau déguisé. Ils m'ont montré ce qui était brisé dans ma famille pour que nous puissions commencer à le réparer. Ils ont forcé des conversations qui devaient avoir lieu. Ils ont balayé les faux-semblants et les hypothèses et ont fait place à quelque chose de plus honnête. Mes parents et moi avons une meilleure relation maintenant que jamais auparavant. Nous parlons de choses réelles, pas seulement de politesse superficielle. Ils se sont excusés non seulement d'avoir manqué le mariage, mais aussi des schémas qui y ont conduit. Ma mère a admis qu'elle avait valorisé les apparences plutôt que l'authenticité, le statut plutôt que la substance. Mon père a admis avoir été trop concentré sur le travail pour vraiment connaître ses enfants. Emma est toujours un travail en cours et le sera peut-être toujours, mais elle essaie et ça compte pour quelque chose. Nous ne sommes plus aussi proches qu'avant et nous ne le serons peut-être jamais, mais il y a maintenant une possibilité qui n'existait pas auparavant. Alors que je termine de raconter cette histoire, Sarah et moi prévoyons d'acheter notre première maison. Nous parlons d'avoir des enfants dans les prochaines années. Nous construisons une vie qui est riche de la manière qui compte, amour, amitié et but. Et vous savez quoi? Je ne changerai pas la façon dont les choses se sont passées. J'aurais aimé que ma famille soit à mon mariage, oui. J'aurais aimé qu'Emma ne me trahisse pas. Mais je ne regrette pas d'avoir épousé quelqu'un d'autre que Sarah. Et je ne regrette pas d'avoir attendu l'approbation de ma famille pour le faire. Parce que ce mariage, celui que ma famille a manqué, m'a appris la leçon la plus importante de toutes. Vous ne pouvez pas attendre que les autres valident vos choix. Vous ne pouvez pas laisser la peur de décevoir les autres vous empêcher de vivre votre vie. Vous devez décider ce qui compte pour vous, et ensuite avancer avec courage et intégrité. Les personnes qui appartiennent à votre vie se manifesteront. Celles qui ne le font pas, eh bien, c'est comme ça. C'est plus que bien. C'est ainsi que vous apprenez qui est votre vraie famille. Alors, voici ce que je veux que vous reteniez de mon histoire. Si vous êtes dans une situation où quelqu'un que vous aimez vous sape, vous manipule ou essaie de contrôler votre bonheur, ne l'ignorez pas. Ne lui trouvez pas d'excuses. Dites la vérité. Fixez des limites et entourez-vous de personnes qui veulent vraiment que vous vous épanouissiez. La famille est importante, mais un sentiment de soi sain est plus important. Votre bonheur compte, vos choix comptent, et vous méritez d'être entouré de personnes qui vous célèbrent, pas de personnes qui voient votre joie comme une menace pour la leur. Je me suis marié sans ma famille et c'était quand même l'un des plus beaux jours de ma vie parce que j'ai épousé la bonne personne pour les bonnes raisons, d'une manière qui honorait ce que nous voulions tous les deux. Le reste, aussi douloureux soit-il, n'était que du bruit. Et à la fin, c'est ce que j'ai appris. Concentrez-vous sur ce qui compte. Construisez avec des gens qui vous construisent. Dites la vérité même quand c'est difficile. Et faites confiance que les bonnes personnes se manifesteront pour vous rencontrer. C'est la vie que je construis maintenant avec Sarah à mes côtés et c'est mieux que tout ce que j'aurais pu imaginer. Maintenant, j'aimerais vous entendre. Avez-vous déjà fait face à une trahison de la part de quelqu'un de proche? Comment avez-vous géré la situation? Avez-vous choisi de reconstruire la relation ou de vous en éloigner? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Votre expérience pourrait aider quelqu'un d'autre qui traverse une situation similaire. Et si cette histoire a résonné en vous, veuillez appuyer sur le bouton j'aime et vous abonner pour entendre plus d'histoires de la vie réelle sur la famille, les relations et le parcours compliqué d'être humain. Partagez ceci avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Nous sommes tous dans le même bateau, apprenant à aimer imparfaitement, à pardonner avec précaution et à construire des vies qui valent la peine d'être vécues.
Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle vous a donné matière à réflexion, quelque chose à ressentir, ou peut-être juste le réconfort de savoir que vous n'êtes pas seul à naviguer dans des dynamiques familiales difficiles. Prenez soin de vous, défendez-vous et souvenez-vous que vous méritez d'être entouré de personnes qui vous choisissent autant que vous les choisissez.